Bienvenue sur notre chaîne. Durant l'été 1989, 3 amies, Nina Alvarez, Kaira Beaumont et Zoé Chang, entreprirent une randonnée estivale dans les montagnes de San Juan, au Colorado, au-dessus de Silverton. Lors d'un orage soudain, elles quittèrent leur lieu de pique-nique pour explorer une route minière voisine. Malgré une enquête approfondie menée par l'ancien chef d'équipe des sentiers, Hank Dillard, et le shérif adjoint Omar Villalobos, les 3 jeunes filles disparurent sans laisser de traces. Pendant 11 longues années, les familles de Nina, Kaira et Zoé ont vécu dans une angoisse insoutenable, s'accrochant à de vains espoirs. Puis, en 2000, une découverte incroyable a bouleversé toutes les certitudes des enquêteurs. Voici l'enquête complète sur la disparition de Nina Alvarez, Kaira Beaumont et Zoé Chang. L'été 1989 fut particulièrement vibrant pour la petite communauté rude de Silverton, dans le Colorado. Nichée au cœur des imposantes montagnes de San Juan, la ville était un havre de paix pour ceux qui recherchaient la beauté sauvage et le terrain accidenté des Rocheuses. C'est dans ce décor époustouflant mais impitoyable que 3 jeunes amies, Nina Alvarez, Kaira Beaumont et Zoé Chang, se lancèrent dans ce qui aurait dû être une journée d'aventure mémorable. Nina, 14 ans, était l'aînée, une meneuse née dotée d'une grande curiosité. Zoé, 12 ans, la benjamine, était observatrice et réfléchie, trouvant souvent la beauté dans les plus petits détails. Leur lien était typique de l'adolescence, un mélange de secrets partagés, de blagues entre elles et d'une loyauté indéfectible forgée dans la liberté de leur foyer montagnard. Par un après-midi d'août en apparence ordinaire, le trio entreprit une randonnée au-dessus de Silverton. Leur destination, un lieu de pique-nique prisé près des vestiges d'un tramway abandonné. Ce vestige du riche passé minier de la région rappelait avec force l'ambition humaine face à la puissance indifférente des montagnes. Les jeunes filles passèrent des heures à admirer les panoramas, à respirer l'air pur de la montagne et à profiter de leur compagnie mutuelle, leur rire porté par la brise d'altitude. Cependant, le caractère capricieux du temps alpin ne tarda pas à se manifester avec une brutalité implacable. Sans prévenir, le ciel dégagé laissa place à un menaçant amas de nuages sombres et chargés de bleu, et un orage soudain et violent se prépara à se former, son tonnerre résonnant sinistrement dans les vallées, transformant en un instant cet après-midi idyllique en un moment périlleux. En quête d'un abri et peut-être d'une nouvelle aventure, les filles prirent une décision fatidique. Elles choisirent de quitter leur art de pique-nique exposé et d'explorer un chemin minier voisin, moins fréquenté, pensant y trouver un itinéraire plus rapide et plus sûr pour descendre de la montagne ou un endroit où attendre la fin de la bourrasque. On les vit pour la dernière fois se diriger vers ce sentier obscurci, englouti par le brouillard tourbillonnant et la pluie battante qui s'abattait à une vitesse terrifiante. À partir de cet instant, sur cette route de montagne isolée, Nina Alvarez, Kaira Beaumont et Zoé Chang disparurent à jamais. Leur disparition fut totale et instantanée, sans laisser de traces, sans signe de lutte, sans aucun chemin discernable pour les secouristes. Le silence soudain qui suivit leur dernier mouvement connu se mua rapidement en une alarme glaçante, et des chercheuses désespérées commencèrent presque immédiatement, tandis que les vastes montagnes, indifférentes, les engloutissaient. Lorsque les filles ne sont pas rentrées chez elles à la tombée de la nuit, l'inquiétude de leurs parents s'émua rapidement en panique. Les forces de l'ordre local, sous la direction du shérif adjoint Omar Villalobos, ont mobilisé ce qui allait devenir une des opérations de recherche et de sauvetage les plus importantes jamais menées dans les montagnes de San Juan. Chaque heure qui passait réduisait les chances de retrouver les adolescentes vivantes dans un environnement aussi hostile, surtout compte tenu de la soudaineté et de la violence de la bourrasque alpine. Des équipes de secouristes expérimentés, de volontaires et d'unités cynophiles se déployèrent dans l'immense étendue vageste entourant le Télécani, abandonné, et la route minière où les jeunes filles avaient été vues pour la dernière fois. Les recherches au sol furent menées avec une méticulosité extrême. Chaque crevasse, chaque fourré, chaque structure abandonnée fut scrutée à la loupe. Des hélicoptères équipés de caméras thermiques sillonnèrent les sommets et les vallées escarpées, leurs puissants projecteurs perçant la nuit, dans l'espoir de déceler le moindre signe de vie. L'attention se porta d'abord sur les hypothèses les plus plausibles. Désorientées par la tempête soudaine, les jeunes filles avaient peut-être chuté ou cherché refuge dans l'un des nombreux puits de mines désaffectés qui parsemaient le paysage. La visibilité était souvent mauvaise et le terrain impitoyable, caractérisé par des à-pics abrupts, des éboulis et une forêt dense.
Malgré des efforts considérables, les recherches restèrent vaines. Aucune trace de pas au-delà du lieu du pique-nique initial, aucun objet abandonné, aucun signe de lutte, aucun appel à l'aide. Les premières théories commencèrent à circuler, chacune plus inquiétante que la précédente. S'était-il simplement perdu, victime d'hypothermie ou de blessures dans cette nature sauvage et impitoyable ? L'hypothèse d'un enlèvement, aussi terrifiante fût-elle, ne pouvait être écartée, même si l'isolement du lieu rendait un tel acte improbable sans laisser de traces. Les jours se muèrent en semaines, et les recherches initiales, empreintes d'espoir, se transformaient peu à peu en une longue et pénible enquête pour disparition. L'énergie des premiers jours, alimentée par l'adrénaline et un optimisme désespéré, commença à s'estomper, laissant place à une profonde angoisse. Le shérif adjoint Villalobos et son équipe réexaminèrent minutieusement chaque recoin de la zone de recherche, interrogèrent toutes les personnes présentes près du téléphérique ce jour-là et suivirent la moindre piste aussi ténue fût-elle. Pourtant la montagne resta muette, témoin silencieux et imposant de la disparition inexplicable de la jeune fille. L'affaire, malgré des efforts acharnés, était déjà au bord de l'impasse. Les recherches intensives menées pour retrouver Nina Alvarez, Kyra Beaumont et Zoé Chang s'essoufflaient peu à peu, passant d'une opération de sauvetage active à une longue et pénible enquête pour disparition. Malgré l'ampleur sans précédent des ressources déployées et le dévouement du shérif adjoint Villalobos et de son équipe, les montagnes San Juan n'apportèrent aucun nouvel indice. Les innombrables entretiens menés à Silverton et dans les environs n'ont donné aucune piste crédible. Aucun élément matériel, aucun vêtement abandonné, aucune trace de campement, aucune empreinte de pas au-delà du lieu de pique-nique initial ne permettait de savoir où les filles auraient pu aller, ni ce qui aurait pu leur arriver. Les témoignages oculaires n'ont apporté aucune information nouvelle, si ce n'est que les filles se dirigeaient en direction de la route minière. L'absence de toute trace dans une zone si minutieusement fouillée était aussi déconcertante que la disparition elle-même. Ce mystère jeta une ombre profonde et durable sur Silverton. Ville habituée aux dangers de son environnement, elle n'avait jamais connu de tragédie d'une telle nature et d'une telle ampleur. L'insouciance de l'été laissa place à une angoisse diffuse, une question lancinante planant dans l'air. Si 3 filles pouvaient disparaître ainsi, sans laisser de traces, qui était en sécurité ? Ces questions sans réponse rongeaient la conscience de la communauté, engendrant un deuil collectif qui ne trouve pas d'apaisement. Les veillées aux chandelles ont laissé place à des hommages silencieux, et les affiches aux visages souriants des fillettes, jadis omniprésentes, se sont peu à peu effacées et décollées des panneaux d'affichage, remplacées par des annonces plus récentes et plus urgentes. Pour les familles de Nina, Kyra et Zoé, le temps qui passe est un supplice insoutenable. Chaque lever de soleil faisait naître un espoir renouvelé, aussitôt anéanti par le silence implacable d'un nouveau jour sans réponse. Les anniversaires restèrent sans célébration, les fêtes furent marquées par une absence profonde, et les étapes importantes de l'adolescence se déroulèrent sans les jeunes filles qui auraient dû les vivre. L'élan initial de sympathie publique s'estompa peu à peu, laissant les familles affronter leur douleur intime, un deuil permanent exacerbé par l'incertitude. L'affaire qui avait jadis fait la une des journaux nationaux s'est peu à peu effacée de la mémoire collective, devenant un dossier oublié dans les archives du bureau du shérif. Les années se sont muées en une décennie, et la disparition des 3 amies est devenue une légende locale obsédante, un récit tragique de genésie apparemment englouti par l'immensité sauvage et indifférente des montagnes de San Juan, un mystère irrésolu, resté en sommeil bien trop longtemps. Les années qui ont suivi la disparition de Nina, Kyra et Zoé ont été marquées par un silence profond, un vide qui a englouti tout espoir et n'a laissé que des questions. L'affaire, reléguée aux archives, semblait vouée à demeurer un mystère persistant, un témoignage tragique de plus de la nature impitoyable des montagnes. Pourtant, la nature sauvage qui n'avait d'abord apporté aucune réponse allait finalement livrer un indice unique et troublant des années après la disparition des filles. Ce n'était ni un corps, ni des aveux, mais un petit objet, apparemment anodin, qui refit surface au printemps 1996, 7 ans après ce funeste après-midi d'août. Un groupe de randonneurs empruntant un sentier peu fréquenté non loin du téléphérique abandonné où les filles avaient été vues pour la dernière fois tomba dessus par hasard.
Partiellement enfoui sous une couche d'aiguilles de pin et de terre érodée, pris dans les racines d'un pin ponderosa noueux, gisait un bracelet d'amitié. Au premier abord, il semblait s'agir d'un simple bijou artisanal, peut-être perdu par un autre randonneur. Cependant, sa composition unique attira immédiatement l'attention de ceux qui le trouvèrent et qui, connaissant la légende locale persistante, signalèrent leur découverte au bureau du shérif. Des brins de fil fins et ternis étaient entrelacés avec une grande finesse dans ces fils colorés. Il s'agissait indéniablement du même calibre et du même matériau que ceux utilisés pour les anciens câbles du tramway, dont des fragments jonchaient encore les alentours de la structure abandonnée. Ce n'était pas un simple souvenir. Il s'agissait d'un objet personnel, très probablement fabriqué par l'une des filles disparues ou pour elles, à partir de matériaux trouvés précisément sur le lieu de leur disparition. La nature spécifique du fil de fer fournissait un lien indéniable, confirmant leur présence au niveau du tramway ou proximité et suggérant qu'elles avaient vécu assez longtemps pour se livrer à une telle activité ou que le lieu revêtait une signification bien plus profonde et durable qu'on ne l'avait initialement comprise. Cette découverte a insufflé une énergie nouvelle, quoique troublante, à l'enquête non résolue. L'adjoint Villa-Lobos, qui n'avait jamais vraiment abandonné l'enquête, détenait maintenant une preuve tangible, un objet poignant qui redonnait vie au dossier resté au point mort. Le bracelet était un témoin silencieux, une relique d'un passé qui refusait de rester enfoui. Il brisait l'idée reçue que les filles avaient simplement disparu ou avaient été emportées par la tempête. Les enquêteurs furent contraints de réexaminer les paramètres de recherche initiaux, scrutant chaque détail concernant le téléphérique et la route minière avec un regard neuf, se demandant si la montagne avait véritablement livré tous ses secrets ou s'ils avaient simplement cherché au mauvais endroit pendant trop longtemps. L'affaire non résolue se relançait soudainement, teintée d'une nouvelle inquiétude. La découverte du bracelet de fil de tramway a relancé l'enquête, longtemps restée au point mort, obligeant les autorités à entreprendre une réouverture complète du dossier. Le shérif adjoint Omar Villalobos, qui avait porté le fardeau de cette énigme non résolue pendant des années, a méticuleusement ressorti chaque dossier, chaque rapport et chaque photographie jaunie des premières recherches. Les cartes des îles San Juan, jadis abondamment annotées, ont été déroulées à nouveau et examinées minutieusement afin de déceler le moindre détail négligé, la moindre anomalie qui aurait pu passer inaperçue dans le chaos de 1989. Les dépositions initiales des témoins ont été relues, non seulement pour leur contenu, mais aussi pour déceler d'éventuelles omissions involontaires ou des nuances que seul le recul pouvait révéler. La nature même du bracelet, un objet artisanal confectionné à partir de matériaux locaux, suggérait une période prolongée, ou du moins une interaction spécifique avec l'environnement, contredisant ainsi l'hypothèse initiale d'une disparition rapide provoquée par une tempête. Ce nouvel examen a également permis d'intégrer des points de vue extérieurs. Hank Dillard, ancien chef d'équipe d'entretien des sentiers et fin connaisseur du relief accidenté des environs de Silverton, a apporté un éclairage précieux sur des chemins miniers obscurs et des abris oubliés qui avaient pu échapper aux recherches précédentes. Sa connaissance des montagnes, des recoins cachés et des structures historiques a ouvert de nouvelles perspectives théoriques. Parallèlement, l'assistante sociale Janelle Rusk, qui avait accompagné les familles immédiatement après la catastrophe, a apporté un soutien humain essentiel. Elle a décrit l'impact psychologique durable de la disparition des filles sur la communauté, soulignant l'impérieuse nécessité de trouver une solution, non seulement pour les familles, mais aussi pour Silverton elle-même. Son point de vue a mis en lumière le fait qu'il s'agissait de bien plus qu'une simple enquête policière. C'était une blessure collective qui s'envenimait d'année en année. Le bracelet étant devenu un nouvel élément central de l'enquête, les stratégies de recherche ont été réorientées. Les enquêteurs émirent l'hypothèse que les jeunes filles auraient pu se réfugier dans ces structures délabrées ou dans les hangars à résidus miniers voisins, des zones qui, bien que fouillées, n'avaient peut-être pas fait l'objet d'une analyse aussi approfondie. Des équipes spécialisées furent dépêchées sur place pour réexaminer ces lieux, passant minutieusement les débris, utilisant un radar à pénétration de sol et descendant même en rappel dans d'anciens puits instables. Malgré ces efforts considérables et répétés, les San Juan restèrent inflexibles. Aucune autre trace de Nina, Kira ou Zoé ne fut retrouvée. Le bracelet, bien que confirmant fortement leur présence, demeurait un lien solitaire et poignant.
épaississant le mystère au lieu de le dissiper. L'espoir ravivé qu'elle avait suscité commença à s'estomper, laissant place à une frustration persistante. La montagne, une fois de plus, refusait de livrer ses secrets. 11 ans s'étaient écoulés depuis que les monts San Juan avaient englouti Nina Alvarez, Kaira Beaumont et Zoé Chang. Une décennie de silence, d'affiches décolorées et de pistes infructueuses s'était abattue sur Silverton, se muant dans l'amère acceptation d'une tragédie non résolue. Le bracelet d'amitié, bien qu'ayant procuré un bref regain d'intérêt, n'avait finalement mené à rien, et l'affaire était de nouveau reléguée aux oubliettes. Une femme, l'air débraillée mais indéniablement vivante, apparut aux abords de Grand Junction, à près de 240 km de Silverton, affirmant être Nina Alvarez. Elle avait 25 ans, un fantôme revenu d'un passé qui refusait de rester enfoui. Sa réapparition a provoqué une onde de choc non seulement dans la communauté locale, mais dans tout le pays, faisant la une des journaux et relançant instantanément une enquête longtemps restée au point mort. Les premières déclarations de Nina étaient décousues, un torrent de souvenirs refoulés et de traumatismes à vif, mais elles se sont rapidement cristallisées dans un récit poignant qui a balayé toutes les théories précédentes. Elle a décrit non pas un simple accident ou un enlèvement éclair, mais une longue épreuve de survie, un monde caché au cœur même des montagnes qui avait retenu les jeunes filles captives. Ces révélations portaient sur un camp de survie ingénieusement camouflé, non pas dans une grotte ou une cabane isolée, mais au sein d'un ensemble de hangars à résidus abandonnés, vestiges du passé minier de la région. Ces structures, longtemps considérées comme dangereuses et vides, avaient été transformées en un complexe autosuffisant et isolé, méticuleusement dissimulé aux recherches aériennes et terrestres pendant plus d'une décennie. Mais le témoignage de Nina ne se limitait pas à sa propre survie miraculeuse. La découverte la plus troublante qu'elle a faite fut l'existence d'un registre, tenu avec une méticulosité extrême au sein du camp. Les entrées, concises et cryptiques, détaillaient des noms, des dates et parfois les circonstances des personnes amenées au camp. Lorsque les enquêteurs, dont le shérif adjoint Villalobos, stupéfaits, commencèrent à recouper ces informations, un schéma terrifiant se dessina. Plusieurs noms et dates figurant dans le registre semblaient correspondre à d'autres disparitions documentées dans la région du Colorado et du Nouveau-Mexique au cours des décennies précédentes. Nina Alvarez n'était pas simplement revenue. Elle était revenue avec la clé d'une opération bien plus sinistre et étendue que tout ce que les forces de l'ordre avaient osé imaginer. La disparition de 3 jeunes filles en 1989 n'était plus un incident isolé, mais un fil ténu dans une trame bien plus vaste et sombre de disparition. La révélation de Nina Alvarez a bouleversé l'enquête, transformant instantanément une affaire classée en une chasse à l'homme active et prioritaire. Son témoignage fragmentaire mais poignant a fourni aux forces de l'ordre un lieu précis, révélant un monde caché à la vue de tous. Quelques heures après le récit de Nina, un important contingent de shérifs adjoints, mené par le shérif adjoint Omar Villalobos, au visage grave, convergea vers la zone isolée décrite par Nina. Se frayant en chemin à travers un terrain montagneux accidenté, ils localisèrent le groupe de hangars à résidus abandonnés, longtemps considérés comme des vestiges inhabitables d'une époque minière oubliée. Les paroles de Nina se révélèrent d'une justesse glaçante concernant ces structures délabrées. Le camp S, ingénieusement camouflé par une végétation luxuriante et des formations rocheuses naturelles, abritait un camp de survie élaboré et autosuffisant, fruit d'années de planification méticuleuse et d'isolement. À l'intérieur de ce camp sinistre, toute l'horreur du récit de Nina commença à se dévoiler. La preuve la plus accablante, exactement comme Nina l'avait décrit, était un registre. Il reposait sur une table en bois rudimentaire, ses pages couvertes d'entrées manuscrites méticuleuses. Ce n'était pas un journal ordinaire, mais un registre d'admission glaçant, recensant les individus amenés au camp sur plusieurs décennies. Chaque entrée, concise et clinique, mentionnait un nom, une date et parfois une brève note troublante sur les circonstances de leur arrivée. Alors que les enquêteurs entamaient le travail minutieux de recoupement de ces documents avec les rapports de disparition historiques, un schéma terrifiant s'est dégagé.
Le registre contenait des entrées correspondant à de nombreuses autres disparitions documentées, non seulement dans la région de San Juan, mais aussi dans des zones plus vastes du Colorado et même du Nouveau-Mexique. La disparition de Nina, Kaira et Zoé n'était pas un incident isolé, mais faisait partie d'une opération bien plus vaste et sinistre. Si le retour miraculeux de Nina avait suscité un espoir, l'enquête, désormais intensive, se concentra sur le sort de Kaira Beaumont et Zoé Chang. Leurs noms figuraient incontestablement dans le registre, leurs inscriptions faisant écho à celles de Nina, confirmant leur présence au camp après leur disparition. Les recherches dans les hangars et aux alentours se transformèrent dans une mission désespérée pour retrouver la moindre trace des deux jeunes filles. La survie de Nina avait brisé une décennie de silence, mais ces révélations bouleversantes avaient également mis au jour une menace tapie dans l'ombre depuis longtemps dans les montagnes. L'enquête, désormais considérablement élargie, ne se limitait plus aux 3 jeunes filles disparues de Silverton, mais englobait un réseau inquiétant de disparitions, une conspiration glaçante mise au jour par une courageuse survivante. La justice, longtemps retardée, était désormais recherchée à une échelle bien plus vaste que quiconque ne l'avait jamais imaginée. Merci d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?